Ina Podcast. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 30e épisode, l'implacable témoignage. Ah. Buvez ceci. C'est la vie que vous me versez là. Encore. Non. 2 gouttes de plus vous tueraient. Voulez-vous que j'écrive votre déposition? Vous la signerez. Oui. Oh oui. Bien. Allora, je scrivo: je meurs, assassiné par l'écorce Benedetto, mon compagnon déchaîne au bagne de Toulon. Ecco. Firmi qui, signi là. Vous raconterez le reste, hein? Qui se fait appeler Andrea Cavalcanti, qui loge à l'Hôtel des Princes. Si. Et aussi qu'il avait prévenu le comte par un billet. Oui. Le comte est en absence, c'est moi qui ai reçu ce billet et qui ai veillé pour vous attendre. Il sera guillotiné, n'est-ce pas? Je meurs avec cet espoir-là. Si, je dirais qu'il est arrivé derrière vous, qu'il vous a guetté tout le temps. Vous avez vu tout cela. Et vous ne m'avez pas averti. Et non, car dans la main de Benedetto, je voyais la justice de Dieu. S'il y avait une justice de Dieu, il y a des gens qui seraient punis, et qui ne le sont pas. Pazienza. Et puis, Dieu est plein de miséricorde. Il est le Père avant d'être juge. Je n'ai pas besoin d'un prêtre. Mais non, mais je sais. Peut-être qu'on peut me sauver. Non, tu es blessé à mort. Général de Benedetto, il échappera, lui. Non, personne n'échappera, c'est moi qui te le dis, Caderousse. Alors, je ne crois pas à Dieu. Il n'y a pas de Dieu, pas de providence. Il n'y a que du hasard. Il y a un Dieu. Et la preuve, c'est que tu es là, gisant, désespéré, régnant Dieu. Et que moi je suis debout devant toi, riche, heureux, sain et sauf. Mais qui êtes-vous donc alors? Regarde-moi bien. Comme ceci, sans ma perruque. Hein? Oh, si ce n'était ces cheveux noirs, je dirais que vous êtes Lord Villemort. Et non, je ne suis ni l'abbé Busoni, ni Lord Wilmore. Regarde mieux. Plus loin. Regarde
dans tes premiers souvenirs. Ah oui. Il me semble que je vous ai connu. Eh oui. Autrefois. Eh oui, tu m'as connu. Je suis Edmond Dantès. Oh mon Dieu. Pardonne de vous avoir renié. Vous existez. Vous êtes bien le Père des hommes au ciel et le juge des hommes sur la terre. Ah mon Dieu. Seigneur, pardonnez-moi. Recevez-moi. Mort. Le premier. « 19 juillet 1838, chez Albert de Morcerf. Monsieur Beauchamp. J'arrive de Janina. Mon ami. La note parue dans le journal avait, hélas, raison. Alors, cet officier français, ce traître qui a livré les châteaux de l'homme au service duquel il était... Pardonnez-moi de vous le dire. C'était votre père. Tenez. En voici les preuves. Ces papiers signés par 4 notables de Janina et dont les signatures ont été légalisées par le consul français. Oh. J'ai voulu tout voir par moi-même. Il n'y a pas d'erreur. Cet officier instructeur, ce Fernand, élevé par Ali au titre de général-gouverneur, n'est autre que Fernand Mondego, comte de Morcerf. Non. Albert, personne au monde, maintenant que j'ai toutes les preuves, ne peut me forcer à un combat que votre conscience, j'en suis certain, vous reprocherait comme un crime. Mais ce que vous ne pouvez plus exiger de moi, je viens vous l'offrir. Ces preuves que je possède seul. Voulez-vous qu'elles restent entre nous? Beauchamp. Tenez, prenez ces attestations et détruisez-les si vous le voulez. Noble cœur, merci. Oui, vous avez raison de les brûler, que tout cela s'oublie comme un mauvais rêve. Et qu'il n'en reste que l'éternelle amitié que je voue à mon sauveur. Mais j'ai quelque chose de brisé dans le cœur. On ne se sépare pas ainsi en une seconde de ce respect, de cette confiance, de cet orgueil qui inspire à un fils le nom sans tache de son père. Oh, Beauchamp, comment à présent vais-je aborder le mien? Et ma pauvre mère, combien elle a dû souffrir si elle a su tout cela. Courage, ami. Mais d'où venait cette première note insérée dans votre journal? Il y a derrière tout cela une haine inconnue, un ennemi invisible. Raison de plus pour réserver vos forces en vue du moment où l'éclat se fera. Vous croyez que nous ne sommes pas au bout? Tout est possible. Si vous m'en croyez, nous allons sortir. Un tour au bois vous distraira. Ou plutôt non, tenez. Allons un peu voir Monsieur de Monte Cristo. C'est un homme admirable pour remettre les esprits en ce qu'il ne questionne jamais. Or, à mon avis, les gens qui ne questionnent pas sont les plus habiles consolateurs. Soit, allons chez lui. Je l'aime bien.
Ah, j'espère que tout est arrangé entre vous. Oui, des bruits absurdes qui sont tombés d'eux-mêmes, ne parlons plus de cela. Mais que faites-vous, comte? Vous mettez de l'ordre dans vos papiers? Non, dans les papiers de M. Cavalcanti. De M. Cavalcanti? C'est un jeune homme que lance le comte. Je ne lance personne. Monsieur Cavalcanti va épouser mademoiselle Danglars. Comment il épouse? Mais vous, Albert? Nos fiançailles sont rompues et monsieur Cavalcanti est en place. Et c'est vous, comte, qui avez fait ce mariage? Oh, c'est si peu moi que je suis en froid avec le beau-père et avec le jeune homme. Il n'y a que mademoiselle Eugénie, laquelle ne me paraît pas avoir une profonde vocation pour le mariage, qui, en voyant à quel point j'étais peu disposé à la faire renoncer à sa chère liberté, m'ait conservé son affection. Et vous dites que ce mariage est sur le point de se faire? Oui, malgré tout ce que j'ai pu dire. Moi, je ne le connais pas, ce jeune homme. On le prétend riche et de bonne famille, mais ce sont de simples on-dit. J'ai répété tout cela à M. Danglars, mais il est entiché de son italien. On m'a chargé d'écrire au major Cavalcanti, de lui demander des papiers. Ces papiers, les voilà. Je les leur envoie. Mais comme Pilate, en me lavant les mains. Et mademoiselle d'Armilly, quelle mine fait-elle? Eh bien, il paraît qu'elle part pour l'Italie. Madame Danglars m'a demandé des lettres d'introduction pour les impresarii. Je lui ai donné un mot pour le directeur du théâtre Valle, qui m'a quelques obligations. Mais qu'avez-vous donc, Albert? Vous avez l'air tout attristé. Est-ce que, sans vous en douter, vous étiez amoureux de la belle Eugénie? Pas que je sache, non. J'ai la migraine. Ah. Eh bien, mon cher vicomte, j'ai un remède infaillible à vous proposer. Le déplacement. En vérité? Oui. Et en ce moment-ci, comme je suis extrêmement contrarié, je me déplace. Voulez-vous que nous nous déplacions ensemble? Vous contrarié? Et de quoi donc? Alors, je voudrais bien vous voir avec une instruction dans votre maison. Quelle instruction? Mais comment, quelle instruction? Celle que M. de Villefort mène contre mon aimable assassin, une espèce de brigand échappé du bagne de Toulon. Enfin, on en a assez parlé dans les journaux. Et c'est que je me suis absenté. Ah. Eh bien voilà, il s'agit d'un nommé Cadros, un Provençal. M. de Villefort en a entendu parler quand il était à Marseille et M. Danglars se rappelle l'avoir vu. Enfin, il en résulte que le procureur prend l'affaire très à cœur et que grâce à cet intérêt, on m'envoie ici depuis 15 jours tous les bandits qu'on peut se procurer dans Paris et dans la banlieue, sous prétexte que ce sont les assassins de M. Cadros. Aussi, je prends le parti de m'en aller. Vicomte, venez avec moi. Volontiers, mais où cela? Où l'air est pur, où le bruyant dort, où si orgueilleux qu'on soit, on se sent humble et l'on se trouve petit. À la mer. Je suis un marin. J'aime la mer comme on aime une maîtresse. Et quand il y a longtemps que je ne l'ai vue, je m'ennuie d'elle. J'accepte. Bien. Où m'emmenez-vous? En Normandie, dans les environs du Tréport, où M. Bertuccio m'a récemment acheté une propriété. Pas de société, pas de voisins, des chevaux pour courir, des chiens pour chasser, et une barque pour pêcher. C'est tout ce qu'il me faut. Je préviens ma mère et je suis à vos ordres. Mais vous permettra-t-on de venir avec l'homme qu'on appelle le comte de Monte Cristo? Ne vous ai-je pas dit toute la sympathie que ma mère avait pour vous? Quand nous sommes seuls, nous ne causons que de vous. Elle m'a dit l'autre jour, « Je crois le comte une noble nature. Tâche de te faire aimer de lui. » Ah, vraiment. Eh bien, allez. Et à ce soir, donc. Entre la pêche, la chasse, la promenade et le repos, 3 jours seulement que cela dure et il me semble que Paris est loin. N'était-ce ma mère? Florentin, est-ce que ma mère est malade? Non, monsieur, c'est cette lettre de monsieur Beauchamp. Et il m'a dit que c'était urgent. Et il y a aussi ce journal. Oh.
Pauvre jeune homme. Il est donc dit que la faute des pères retombera sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. Comte, merci de votre bonne hospitalité dont j'aurais voulu jouir plus longtemps, mais il faut que je retourne à Paris. Mais qu'est-il donc arrivé? Un grand malheur. Vraiment? Pas de questions, je vous en supplie. Un cheval. Mes écuries sont à votre service. Ali! Un cheval pour monsieur de Morcerf. Qu'on se hâte, il est pressé. Merci, comte. Mais ce n'est rien. Vous connaissez les relais. Vous y trouverez toujours des chevaux frais. Vous trouverez peut-être mon départ insensé. Eh bien, cet article dans le journal vous dira tout. Ah, voilà votre monture. Adieu. Et merci, comte. Au revoir. Cet officier français, au service d'Ali Tebelin, pacha de Janina, dont parlait il y a 3 semaines le journal L'Impartial, et qui non seulement livra les châteaux de Janina aux Turcs, mais encore vendit son bienfaiteur à ceux-ci, s'appelait en effet à cette époque Fernand, comme l'a dit notre honorable confrère, mais depuis, il a ajouté à son nom de baptême un titre de noblesse et un nom de terre. Il s'appelle aujourd'hui Monsieur le Comte de Morcerf et fait partie de la Chambre des Pairs. Avant-hier, j'ai donc trouvé cet article dans un autre journal. Je connais le gérant, je suis allé le voir. Je lui ai parlé diffamation et procès. Il m'a répondu qu'il avait reçu l'information avec preuve à l'appui et qu'il était convaincu que le comte de Morcerf se tiendrait tranquille. Mais de qui tenait-il ces renseignements? D'un homme arrivé de Janina avec un formidable dossier. Un dossier? Mais ce n'est pas tout. Depuis ma lettre, il s'est passé autre chose. Quoi encore? Et où cela? À la Chambre des Pairs. On savait la nouvelle et l'on y attendait votre père. Lorsqu'il est arrivé hier matin, il ignorait tout encore, mais cela ne dura pas. Un des honorables pairs, ennemi juré du comte, monta à la tribune, et après avoir réclamé toute l'attention de l'assistance, il lut l'article. L'accusateur exposa ensuite son scrupule. Outre l'honneur de M. de Morcerf, c'était celui de toute la Chambre qu'il prétendait défendre en provoquant un débat qui devait s'attaquer à ces questions personnelles toujours si brûlantes. Et il conclut en demandant une enquête. Et mon père? Oh, il paraissait si accablé qu'il put à peine balbutier quelques mots. Le président mit l'enquête aux voix et celle-ci fut décidée. Le courage, cependant, était revenu au comte. Messieurs les pairs, ce n'est point avec du temps qu'on repousse une attaque comme celle que dirigent contre moi des ennemis inconnus. Je demande que l'enquête ait lieu le plus tôt possible et je fournirai à la Chambre toutes les pièces nécessaires à l'efficacité de cette enquête. On nomma donc une commission de 12 membres et l'heure de la première séance fut fixée à 8 heures du soir dans les bureaux de la Chambre. Ensuite? Apprêtez votre courage. Allez donc. Le soir arriva, tout Paris était dans l'attente de l'événement. Grâce à mon amitié pour un des membres de la commission, je réussis à assister discrètement à la scène. À 8 heures précises, tout le monde était arrivé. Votre père tenait à la main quelques papiers et semblait calme. La commission était loin d'être malveillante et plusieurs de ses membres vinrent au comte et lui donnèrent la main. À ce moment, un huissier entra et remit une lettre au président. « Vous avez la parole, monsieur de Morcerf », dit le président en décachetant la lettre. Et que fit mon père? Il produisit des pièces qui prouvaient que le vizir de Janina l'avait, jusqu'à sa dernière heure, honoré de sa confiance, puisqu'il l'avait chargé d'une négociation avec l'empereur lui-même. La négociation avait échoué, et quand il était revenu pour défendre son bienfaiteur, celui-ci était déjà mort. Mais Ali Pacha lui avait confié sa maîtresse favorite
et sa fille. Le discours du comte avait ému la commission. C'est alors que le président leva les yeux de la lettre qu'il venait de lire. Monsieur de Morcerf, vous venez de nous dire que le vizir vous avait confié sa femme et sa fille. Oui, mais à mon retour, Vassiliki et sa fille Haïdé avaient disparu. Vous les connaissiez? Mon intimité avec le pacha m'avait permis de les voir plus de 20 fois. Avez-vous une idée de ce qu'elles sont devenues? J'ai entendu dire qu'elles avaient succombé à leur chagrin et à leur misère. Je n'étais pas riche, et à mon grand regret, je ne pus pas me mettre à leur recherche. Pouvez-vous, à l'appui de ce récit, fournir quelques témoins? Hélas, non. Seul de tous ceux qui entouraient Ali Pacha, j'ai survécu. Messieurs, vous ne serez point fâchés, je présume, d'entendre un témoin très important à ce qu'il assure. Voici la lettre que je viens de recevoir à cet égard. Monsieur le Président, je puis fournir à la commission d'enquête chargée d'examiner la conduite en Épire et en Macédoine de monsieur le lieutenant-général comte de Morcerf les renseignements les plus positifs. J'étais sur les lieux et j'assistais au dernier moment d'Ali Pacha. Je sais ce que devinrent Vassiliki et Haïdé. Je me tiens à la disposition de la commission et réclame l'honneur de me faire entendre. Je serai dans le vestibule de la chambre au moment où l'on vous remettra ce billet. Ce n'est pas signé. Huissier, y a-t-il quelqu'un qui attende dans le vestibule? Oui, Monsieur le Président. Une femme accompagnée d'un serviteur. Faites entrer cette femme. Madame, vous avez écrit que vous aviez été un témoin oculaire des événements de Janina. Vous étiez bien jeune alors. J'avais 4 ans. Mais comme ces événements avaient pour moi une suprême importance, aucun détail n'est sorti de mon esprit, car il s'agissait de la vie et de la mort de mon père. Je m'appelle Haïdé, fille d'Ali Tebelin, Pacha de Janina, et de Vassiliki, sa femme bien-aimée. Pouvez-vous prouver ce que vous avancez, madame? Voici l'acte de naissance, rédigé par mon père et signé par ses principaux officiers. L'acte de mon baptême, mon père ayant consenti à ce que je fusse élevé dans la religion de ma mère. Voici aussi l'acte de la vente qui fut faite de ma personne et de celle de ma mère, au marchand arménien El-Kobir, par l'officier français qui, dans son infâme marché, s'était réservé pour sa part de butin la fille et la femme de son bienfaiteur, qu'il vendit pour la somme de 1000 bourses, c'est-à-dire à peu près 400 000 francs. Et enfin, cet autre acte par lequel monsieur le comte de Monte Cristo m'a racheté plus tard au sultan Mahmoud. Ma mère était morte sur la route de Constantinople. Huissier, produisez-moi ces actes. Madame, ne peut-on interroger le comte de Monte Cristo? Il est en Normandie depuis quelques jours. Mais alors, madame, qui vous a conseillé cette démarche? Mon respect et ma douleur. Quoique chrétienne, j'ai toujours songé, Dieu me pardonne, à venger mon illustre père.
Je vis dans la maison de mon noble protecteur, et je savais que le traître habitait Paris. Quand j'ai appris par les journaux ce qui s'était passé à la chambre des pairs et ce qui devait s'y passer ce soir, j'ai écrit. Monsieur le comte de Monte Cristo n'est donc pour rien dans votre démarche. Elle l'ignore complètement, monsieur. Et je n'ai qu'une crainte. C'est qu'il la désapprouve quand il l'apprendra. Monsieur de Morcerf, reconnaissez-vous, madame, pour la fille d'Ali Tebline, pacha de Janina? Non. Ceci est une trame ourdie par mes ennemis. Tu ne me reconnais pas? Eh bien, moi, heureusement, je te reconnais. Tu es Fernand Mondego, l'officier franc qui instruisait les troupes de mon noble père. C'est toi qui as livré les châteaux de Janina. C'est toi qui as poignardé Selim, le favori de mon père. C'est toi qui nous as vendu, ma mère et moi, au marchand El-Kobir. Assassin! Assassin! Assassin, tu as encore au front le sang de ton maître. Vous reconnaissez donc positivement monsieur le comte de Morcerf pour être le même que l'officier Fernand Mondego? Si je le reconnais. Ma mère m'a dit. Regarde bien sa main droite, celle qui a une large cicatrice. Si tu oubliais son visage, tu le reconnaîtras à cette main dans laquelle sont tombées une à une les pièces d'or du marchand El-Kobir. Oh, qu'ils disent maintenant s'il ne me reconnaît pas! Monsieur de Morcerf, répondez. La justice de la cour est suprême et égale pour tous, comme celle de Dieu. Qu'avez-vous à dire? Décidez-vous. Rien. La fille d'Ali Tebline a donc déclaré la vérité. Vous avez donc fait toutes les choses dont on vous accuse. Messieurs, monsieur le comte de Morcerf est-il convaincu de félonie, de trahison et d'indignité? Oui. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 30e épisode, l'implacable témoignage. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, alias l'abbé Busoni, Pierre Santini. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Le comte de Morcerf, Jean-François Calvé. Cadrousse, Armand Meffre. Haïdé, Catherine Vichniakov. Beauchamp, Philippe Mercier. Le président, Jean-Jacques Steen. Florentin, Gérard Thirion. L'huissier, Jacques Bretonnière. Et les voix de Frédéric Cantrel, Philippe de Rèze, Michel Amiel, Yves Ferry. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.